Bien, on va reprendre. Donc notre journée d'études se poursuit. On va écouter deux interventions encore. Donc on a le plaisir de recevoir Raquel Schaeffer, qui est maîtresse de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle et également cinéaste, docteur de l'Université Sorbonne Nouvelle. Elle a publié un livre qui s'appelle L'autoportrait dans le documentaire. Voilà. Et elle est également rédactrice en chef de la revue La Furia. Alors elle va maintenant nous présenter une communication qui s'intitule « La décolonisation du paysage dans le cinéma expérimental latino-américain contemporain ». Merci Sylvain. Vous m'entendez bien? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs et l'organisatrice de la conférence, Corinne Maurice, Sylvain Dreyer, David Farou, Sébastien Layer et Clément Schneider. Alors, je vais vous présenter une recherche encore en cours qui porte précisément sur les intersections entre le cinéma expérimental et le cinéma ethnographique en Amérique latine. Et plus concrètement sur la décolonisation du paysage et le processus de co-représentation au sein de ces cinémas, dans ces déclinaisons contemporaines. Et cette thématique, depuis 2020, je développe aussi un cycle de cinéma à Lisbonne sur cette thématique à Hangar, centre de recherche artistique à Lisbonne. Donc, c'est une recherche encore en développement et très ouverte. J'essaie d'incorporer à chaque fois de nouveaux objets filmiques. Alors, au cours des dernières années, la réflexion théorique s'est déplacée d'une conception du paysage comme donnée perceptible vers son appréhension comme une manière de voir, selon l'expression de Cosgrove, déterminée par des facteurs historico-politiques, sociaux et culturels. Cette conception du paysage comme une forme de regard pose des importants enjeux d'ordre épistémologique et politique qu'il importe de revoir à partir du champ des études cinématographiques. Encore plus élargie du film latino-américain contemporain, réalisé par des cinéastes femmes ou des collectifs de cinéma comme Territorio d'Alexandra Cuesta de 2016, Koyolzaki du collectif Los Ingrávidos de 2017, Altiplano de Malena Slam de 2018, ou Apimieki d'Anna Vaz, entre autres, relie la déstructuration de la dimension impériale et impérialiste du paysage, pour employer le terme de Mitchell, à une reconsidération épistémologique de la relation conventionnellement hiérarchique et non réciproque entre l'observateur et l'observé, ou le sujet et l'objet de représentation et de connaissance, en élargissant et en révisant la manière dont cette relation a été abordée et formalisée dans le cinéma latino-américain moderne, ou pour employer une autre terminologie, dans le nouveau cinéma latino-américain. Alors, en analysant les procédures formelles, les positions épistémiques et le mode de production de ces films, je soutiendrai donc que le cinéma expérimental latino-américain contemporain tend à s'orienter vers un système de co-représentation dans lequel la relation entre l'observateur et l'observé, même si elle n'est pas horizontale, est conçue non sans ambivalence en termes plus réciproques, ce qui affecte le tissu cinématographique de manière formelle. En élargissant le fondement formel et épistémologique et la base matérielle du cinéma latino-américain moderne, ces films se situent à la croisée du cinéma expérimental et du cinéma ethnographique, ce qui permet de revoir la séparation disciplinaire, idéologique et opérationnelle entre ces domaines et ces pratiques. Ces objets filmiques tentent en effet de redéfinir, par le biais de la co-représentation, la relation entre l'observateur et l'observé, le sujet et l'objet de la représentation en termes plus horizontaux et écologiques, un geste qu'il faut considérer vis-à-vis du cinéma latino-américain moderne et des cinémas autochtones en tant que pratique cinématographique traversée par des modalités hétérogènes de représentation et d'autoreprésentation. Suite à la crise de la représentation de l'anthropologie, les intersections entre le cinéma expérimental et le cinéma ethnographique, historiquement conçues comme des pratiques cinématographiques autonomes, même si toute une généalogie cinématographique rend fragile le fondement de cette séparation, mettant à nu leur dimension idéologique,
ont été examinées depuis différentes approches théoriques, comme par exemple par Catherine Russell dans son ouvrage Experimental Ethnography, The Work of Film in the Age of Video, publié en 1999, qui, se centrant sur les interactions entre le cinéma expérimental et le cinéma ethnographique, cherchait à dissoudre les frontières disciplinaires. Dans la même lignée, en 1995, 4 ans avant la publication de l'ouvrage de Russell, Al Foster publiait un article de référence d'Artist as Ethnographer, dont le titre évoque la notion de l'auteur en tant que producteur de Walter Benjamin, où le théoricien identifie un nouveau paradigme dans ce qu'il appelle l'art avancé. Pour Foster, l'anthropologie est devenue une référence disciplinaire pour la pratique artistique et le discours critique. Avec le passage du paradigme productiviste au paradigme quasi-ethnographique, pour reprendre la terminologie de Foster, l'art autonome est resté l'objet de contestation. Cependant, l'artiste ethnographe se concentre désormais sur l'autre culturel plutôt que sur le prolétariat en tant qu'autre social, selon le terme de Foster. Selon le théoricien, certaines hypothèses fondamentales du paradigme productiviste sont toujours présentes dans le nouveau paradigme, notamment la perception du lieu de la transformation artistique et politique comme situé ailleurs, aussi bien que la conception selon laquelle le point de subversion de la culture dominante vient toujours de l'extérieur et en tant qu'altérité culturelle et ou sociale. Dans ce contexte, l'artiste est perçu comme un autre culturel ou social par rapport à l'objet de la représentation. Si les conceptions de Russell et Foster ainsi que celles d'autres auteurs sont fondamentales pour examiner le tournant ethnographique des années 90, précédé par l'œuvre de cinéastes tels que Maya Deren, Jorge Prelorán, Juan Downey, Sergio Bianchi ou Maria Barea, pour n'en citer que quelques-uns, au risque de patronage idéologique, j'utilise le terme de Foster, ideological patronage, toujours présent dans ces paradigmes auxquels l'auteur nord-américain à la suite de Benjamin attire l'attention, s'ajoute le danger de reproduction du système d'opposition binaire, en particulier entre l'observateur et l'observé, sur lequel le système disciplinaire de l'ethnographie et le système de représentation du cinéma documentaire se sont historiquement fondés. Si les fondements politico-idéologiques et opérationnels de cette littérature doivent être analysés, une opération que j'essaie de développer dans ma recherche, cette communication se centre sur le corpus cité de films latino-américains contemporains que je définirais comme ethno-expérimentaux, des films qui, s'éloignant du paradigme au sein duquel la relation entre observateur et observé a été formalisée dans le cinéma latino-américain moderne, par exemple par Jorge Sanginés et le groupe Ucamao, entre autres, même si conservant en partie ces modes de production. Donc ces corpus des films non seulement soulignent la séparation arbitraire entre le cinéma expérimental et le cinéma ethnographique, mais aussi en explorant les intercessions et les interstices, déplacent les frontières entre le champ et les pratiques disciplinaires. Ces films apportent un regard expérimental au cinéma ethnographique, élargissant et détournant une généalogie de pratiques cinématographiques ethno- et expérimentales, dans laquelle on pourrait inclure par exemple le film de Bruce Bailey et Chic Strand tourné au Mexique, ainsi qu'un film comme par exemple Etnocidio, Nota sobre el Mezquital, réalisé en 1976 par Paul Leduc. Mais ces corpus récents repensent aussi les conditions esthétiques, politiques, épistémiques et éthiques du cinéma, tentant de démanteler les catégories de domination imbriquées et redéfinissant le paradigme quasi-ethnographique développé par Foster en combinant une approche productiviste et une approche culturelle. Ces films figurent de paysages naturels et humains, de communautés historiquement déplacées, une altérité sociale en même temps que culturelle, comme le peuple autochtone et afro-américain de l'Équateur dans Territorio de Alexandra Cuesta, les victimes du féminicide au Mexique dans Coyolzaki du collectif Los Ingrávidos, ou le peuple Waimiri Atroari du Brésil dans Zapiemiki. En redéfinissant, ou en essayant de redéfinir plutôt, les positions perceptives et cognitives associées aux hiérarchies conventionnelles entre l'observateur et l'observé, et en tentant de dépasser, à travers tout un ensemble de stratégies de co-représentation, l'opposition binaire entre le même et l'autre qui traverse l'histoire de l'ethnographie et du documentaire.
Alors, j'aimerais commencer par Territorio de Alexandra Cuesta, un film qui dessine une cartographie poétique et politique des géographies mobiles de la révolution citoyenne en Équateur, même si les espaces urbains en sont exclus, et qui peut être considéré comme un exemple de co-représentation dans le cinéma ethno-expérimental latino-américain. Formellement issu de la circulation diasporique de la cinéaste, qui a étudié au California Institute of the Arts sous la supervision de cinéastes tels que James Benning, Tom Anderson et Billy Woodbury, Territorio est un film triplement situé. Tout d'abord, il se situe à la croisée du cinéma expérimental et du cinéma ethnographique. Il dépasse et déplace ses formes et pratiques. Deuxièmement, il redéfinit de manière critique les représentations du territoire et du paysage équatorien en tant que zone de contact, largement cartographiée depuis la première moitié du XVIIIe siècle par une série de missions scientifiques et coloniales. La première, la mission géodésique de l'Académie française des sciences, et plus tard dans la littérature, par exemple par Henri Michaud dans Équateur, journal de voyage, publié en 1929 chez Gallimard, cartographié également dans le cinéma par Jorge Sanrines dans le film Yoxi Caimanta de 1977 qui a été tourné clandestinement en Équateur, ou encore par Peter Nestler dans Pachamama, film de 1995. Émergeant lui-même comme une zone de contact de formes et de procédures hétéroclites, Territorio articule un travail de la durée qui s'inscrit dans la tradition californienne du cinéma expérimental avec des modalités de représentation en dialogue aussi avec l'histoire du cinéma équatorien, tout particulièrement avec un film comme Los Hieleros del Chimborazo, Les faiseurs de glace du Chimborazo, réalisé par les frères Guayasamín en 1980, un film qui rompt le paradigme du cinéma indigéniste, soit en termes formels, soit en termes épistémologiques. De la même manière que dans Los Hieleros del Chimborazo, la déconstruction des stéréotypes indigénistes concernant le peuple autochtone équatorien découle, entre autres aspects, de l'activation de la place de l'observateur par le regard de l'observé. Territorio figure des expériences du regard et de l'acte de représentation dans lesquels le sujet de la représentation est investi par le regard des objets représentés dans un système de réciprocité et de co-représentation. Et j'aimerais vous montrer un court extrait de ces films. Alors, d'une manière assez synthétique, la position énonciative et visuelle de l'observatrice est activée par le regard caméra de l'observé, mais il se vérifie aussi une déstructuration, une tentative de déstructuration de la relation conventionnelle entre le sujet et l'objet de la représentation, qui est redéfinie en termes de co-représentation. Les réactions de la cinéaste et le travail de la caméra sont affectés par les actions des personnages qu'elle filme. Nous sommes au-delà du paradigme qui consiste à donner la parole ou à donner une image au groupe subalternisé, au doublement subalternisé, subalternisé en termes politico-économiques, mais subalternisé aussi puisqu'exclu de l'espace de la représentation du cinéma équatorien. Les images du film sont aussi des images de la relation de la cinéaste hors champ avec les observés dans une approche singulière de la tension entre champ et hors champ. L'impossibilité de dissocier complètement l'observateur de l'observé, le sujet de l'objet de la représentation et de la connaissance, et par conséquent l'hypothèse d'un dépassement du paradigme épistémologique et visuel binaire hégémonique sous-tend cette prémisse. Le cinéma y est considéré comme un moyen, et je cite David McDougall, de ressensibiliser à la présence physique des objets, aspect qui renvoie aux aspects rituels et corporels des images en mouvement et de la production des images, aux questions d'incarnation dans la représentation cinématographique, ainsi qu'à l'imprégnation du tissu cinématographique par des éléments culturels locaux et plus largement en conception multiperspectiviste ou interperspectiviste de la relation entre le même et l'autre,
dans une déclinaison quasi empirique de la lecture merleau-pontienne sur l'empiètement et l'enjambement entre le touché et le touchant, le tangible et le visible. Contrairement à la co-création liée fondamentalement au mode de production, la co-représentation repose précisément et non sans contradiction sur le réarrangement réciproque des modalités d'interaction entre l'observateur et l'observé dans un système d'affection mutuelle médiatisé par le dispositif technique qui affaiblit le dualisme sujet-objet. Néanmoins, il y a aussi question de mode de production, une petite équipe, un travail de caméra réalisé par la cinéaste elle-même, une construction partagée de l'intimité et d'un périmètre d'échange. Les modes d'organisation et de production sont aussi un aspect fondamental de la filmographie du collectif mexicain Los Ingrávidos, fondé à la fin 2011 entre Mexico et Tehuacán, deuxième ville de l'État de Puebla au Mexique, ainsi nommé d'après le titre du premier roman de Valeria Luiselli, publié en 2011, qui peut être traduit par Les êtres sans gravité, un collectif qui signe ses pièces sous l'anonymat, même si Davani Varillas se présente publiquement comme la porte-parole. Le travail de Los Ingrávidos doit être compris du point de vue de leur organisation collective et collaborative et de leur décision d'opérer de manière anonyme. La praxis cinématographique du collectif se situe à la lisière d'une double généalogie, la généalogie du collectif comme mode de production et d'organisation de la production cinématographique, celle du cinéma expérimental, tout particulièrement mexicain, le mouvement Super Ochero, Ximena Cuevas, la période mexicaine de Naomi Ullman, Bruno Varela, entre autres, et nord-américain, Bruce Bailey et Chic Strand fondamentalement. De plus, le collectif cherche, tel que précisé dans le manifeste publié dans sa page Vimeo, à, et je cite, démanteler la grammaire audiovisuelle que le corporatisme esthético-télévision cinématique a utilisée pour garantir efficacement la diffusion d'une idéologie audiovisuelle par laquelle un contrôle social et perceptif continu est maintenu sur la majorité de la population. Fin de citation. Si l'œuvre de Los Ingrávidos s'inscrit dans un paradigme productiviste en même temps que culturel, pour revenir à Foster, le geste de déconstruction de la grammaire audiovisuelle et cinématographique est inséparable de la tentative de rompre les régimes scopiques et représentatifs hégémoniques. Et j'aimerais me pencher brièvement sur un film réalisé en 2017, Koyosaki, qui se centre sur la violence de genre et le féminicide au Mexique. Son titre fait référence à la cosmologie mexicaine, concrètement à l'assassinat de la déesse de la lune Koyosaki par son frère Huitzilopochtli, le dieu du soleil et de la guerre. Ceci est évoqué par le plan de la lune qui se lève dans la seconde partie du film. Et c'est donc une pièce qui relie une cosmologie extra-européenne et pré-hispanique à la conjoncture sociopolitique actuelle du Mexique, adressant la violence de genre dans son rapport au système capitaliste colonial, en même temps que comme un continu cyclique, un phénomène intemporel et transculturel. Le film traite de l'impossibilité de représenter l'infigurable et, d'après Federico Windhausen, l'inobservable. Et nous pourrions ajouter peut-être que l'inaudible aussi à travers la bande sonore composée et improvisée simultanément par Gustavo Nandayapa et Patricio Olivia. Écrivant sur un autre court-métrage de Los Ingrávidos, Sonderkommando, qui aborde les événements d'Iguala, l'enlèvement de cette centaine d'étudiantes qui a eu lieu en 2014, Adrian Kanji affirme que le collectif examine la violence et, je cite, fuyant dans l'excès de l'impossible. Je dirais qu'une démarche similaire traverse Koyosaki. Il s'agit de savoir comment donner une expression audiovisuelle à la violence infigurable de la domination coloniale et du féminicide. Alors, le film a été tourné dans la région de la Mixteca, dans l'ouest de Oaxaca, site de plusieurs maquilas textiles, ces entreprises de sous-traitance et en exception de droits de douane implantées au Mexique et ailleurs
par des compagnies transnationales d'origine nord-américaine, européenne et asiatique qui emploient surtout des femmes. Le film articule le mythe de Koyosaki, comme je disais, sujet présent dans d'autres films de collectifs comme Danças Lunares de 2020, avec la vague de meurtres de jeunes femmes qui travaillaient dans les maquilas. C'est le féminicide le plus connu en eut lieu à Ciudad Juárez, événements qui sont traités par exemple par Roberto Bolaño dans 2666 et par Lourdes Portillo dans son film Señorita Extraviada de 2002. La vague de féminicide a touché et touche de nombreuses autres zones du Mexique aussi, y compris des zones rurales. Donc j'aimerais vous montrer juste un court extrait de ce film. Alors, la séquence d'ouverture du film est composée d'une série de plans flous accélérés de cactus, de terre, de feuilles et d'autres éléments naturels accompagnés de ces percussions improvisées dans le paysage sonore. Le prologue formalise le processus de construction et d'organisation du regard qui structure le film et définit sa position initiative. Lorsque le plan s'ouvre pour se refermer ensuite, la perspective reste mobile et fugitive puisque la caméra flotte sans cesse par un mouvement latéral bidirectionnel comme qu'incapable de s'arrêter sur aucun élément visuel. Les modalités de figuration de la région de la Mixteca, la région où le film a été tourné, la mobilité de la caméra, entre autres aspects formels, s'opposent et profanent les représentations hégémoniques et impériales du paysage telles que définies par Mitchell, qui considère que le genre paysage est une pratique culturelle et politique, pas un genre d'art mais un médium dans ces mots. Pour l'auteur, le genre paysage est une formation historique associée au régime impériaux, du paysage impérial chinois aux représentations israéliennes de la Palestine. Selon l'auteur, au sein des régimes impériaux, les images totalisantes caractérisant l'idée de paysage engendrent une politique identitaire définissant le rapport de soi à l'autre en termes spatiaux et temporels. Le paysage est ainsi, selon la définition de Mitchell, que je cite, un processus par lequel les identités sociales et subjectives se forment. Fin de citation. Dans Koyosaki, les modalités de figuration du paysage engendrent un lieu de dispute pour toute identité dualiste figée. La figuration du paysage dépasse la visualité pure pour formaliser la rencontre de perspectives dialectiques. Dans la deuxième partie, quand après le plan de la lune, la caméra revient sur le sol, captant les chaussures et les vêtements des femmes, des traces de féminicide. Le film problématise la signification culturelle, politique et idéologique du paysage, tout en ouvrant, de marche qui est renforcée par la bande sonore et notamment les bruits, un hors-champ historique, un hors-champ violent, infigurable, celui du génocide et des pesticides coloniaux, même si aujourd'hui figuré dans le cadre du génocide en Palestine, le hors-champ aussi du féminicide. Il se vérifie une temporalisation du paysage, de ses multiples couches historiques, de la conquête espagnole au présent. Et puis l'interprétation du mythe de Koyosaki repose aussi sur l'entrelacement d'un temps mythique et d'un temps historique. Ce tissage s'oppose à la linéarité causale et téléologique de la conception soi-disant occidentale du temps. La structure narrative fragmentaire du film est en effet marquée par une temporalité cyclique. L'entrelacement dialogique entre différentes cultures visuelles, celle mexicaine et le cinéma comme dispositif de la modernité-colonialité par excellence, en plus des généalogies filmiques que Koyosaki convoque, structure le fond et la forme. Dans le travail de Los Ingrávidos, on essaie de dépasser la hiérarchie entre le contenu et la forme. La tension entre la forme de politique et la politique de forme ouvre la voie à une réflexion sur les processus de formation des systèmes perceptifs, cognitifs et représentatifs non dominants. Koyosaki a été filmé avec de la pellicule en 16 mm périmée, un procédé qui donne une tonalité singulière, comme vous avez vu à ces images, et renvoie à la matérialité du médium contre la production d'une impression de réalité.
L'irruption de la matérialité filmique est un élément fondamental, aussi bien que l'organisation discursive des sons et des images désarticulées. Le collectif vise à rendre le spectateur sensible au médium, opérant ainsi sur les sphères de la perception et de la cognition. Le film opère de cette manière sur le mode perceptif et cognitif à travers son esthétique fragmentaire et sensorielle, l'articulation entre formes horizontales et verticales de montage, la juxtaposition, les décadrages et recadrages, le rapport entre son et image, tout en proposant une contre-grammaire cinématographique qui, s'inscrivant dans différentes généalogies comme indiqué précédemment, suggère l'intersection entre les catégories de domination et concourt à leur démantèlement diégétique. Le collectif a conçu le film dans le mot de Varilhes, que je cite dans un entretien qu'elle m'a accordé, comme une immersion animiste et animale dans l'espace. Le procédé narratif et esthétique du film vise à formaliser un regard non humain, un regard animal, non anthropocentrique, ce que bien évidemment est impossible selon une perspective phénoménologique, au sein d'une écologie de signes et de perspectives que cherche à rendre sensible de manière non figurative et elliptique le comment détruit par la mise en place du système capitaliste colonial, en même temps que la communauté désintégrée par l'implémentation des maquillages. Cette écologie rend donc présente ce qui est absent et phénoménologiquement irreprésentable, tout en suggérant une circulation non hiérarchisée et une réciprocité ou une multiplicité ou une prolifération de regards entre les éléments humains et non humains, des éléments végétaux, minéraux, mécaniques. La chorégraphie des mouvements de caméra ainsi que la répétition de motifs renforcée par la bande sonore et les bruits, suggérant les actions de persécution et d'encerclement, visent à produire une dialectique de regard. Ces procédés cherchent, selon Varilhes, que je cite à nouveau, à reproduire la perspective du chasseur, les entreprises transnationales selon sa définition, et celle du chassé, les victimes du système capitaliste colonial patriarcal, et je reprends ces termes, en particulier les femmes racisées de la classe ouvrière qui travaillent dans les maquilleuses et qui conforment une altérité sociale en même temps que culturelle. Tout en allant au-delà de ces regards pour embrasser un point de vue transhistorique, intervisuel et interépistémologique capable de rendre compte de ce que le paysage ou ses éléments auraient vu ou témoigné en termes de transformation historique, politique, culturelle et sociale. La puissance politique, esthétique et épistémique de Koyosaki découle précisément de la tentative de dépassement des positions perceptives et cognitives associées aux hiérarchies conventionnelles entre l'observateur et l'observé à travers ce système de perspectives dialectiquement croisées. En plus des modalités non hégémoniques de figuration du paysage, la formalisation d'une désarticulation des hiérarchies conventionnelles entre l'observateur et l'observé devient un geste poétique, politique et épistémique qui remet en cause toute identité dualiste fixe et pointe vers notre responsabilité collective en tant que citoyens et spectateurs. Les fonctions et les effets discursifs plus larges du travail du collectif sont de cette manière aussi importants que les expériences esthétiques que celui-ci offre aux spectateurs. Alors je pense qu'il me reste très peu de temps, donc je vais essayer de conclure rapidement, même si je comptais parler encore du film Apimieki d'Anna Vaz. Alors si la séparation et le binarisme observateur-observé a historiquement structuré le système épistémique et représentatif hégémonique, y compris ceux de l'ethnographie et du cinéma, tout particulièrement du film documentaire, le travail de Los Ingrávidos cherche à mettre en place un système scopique adjacent, latéral, expression de Joaquim Barrendos, à celui de la modernité-colonialité. Koyosaki concrètement s'affilie d'une part dans une pratique de cinéma expérimental, contrariant le risque de formalisme par son inscription dans un espace-temps et dans une matrice culturelle précise, et l'absorption formelle de visualité et d'épistémologie pré-hispanique, ce qui vise à stirper précisément la colonialité du regard cinématographique.
le film repense la séparation entre sujet et objet, geste auquel sa conception sonore participe, tout en contribuant à une relecture critique et partielle située de l'histoire de la conquête et de la persistance des structures, des divisions et de représentations coloniales dans le Mexique contemporain. Merci. Merci Raquel. On prend quelques minutes pour faire un échange avec Raquel. Merci Raquel. Tu nous as proposé une belle ouverture par rapport à ce qu'on avait déjà vu. Il y a une forme de continuité dans la journée. On s'est intéressé à la France au XVIIIe siècle, puis à la France très contemporaine, puis maintenant on a parlé aussi un peu de l'Europe avec Dominique Marché, puis là on se transporte sur un autre continent. Donc moi je découvre complètement aussi là ce que tu viens de nous montrer. Voilà. Donc peut-être que s'il y a des questions dans la salle, je vais donner la parole. Oui. Merci beaucoup pour ton intervention qui est très très dense. Alors excuse-moi, moi je vais peut-être, je ne sais pas si je vais être confuse, mais comme c'était très dense, j'ai essayé un peu de cartographier. Moi ce qui m'a intéressé dans ton intervention sur cette question de la décolonisation et d'une pensée du paysage, c'est que dans les premiers extraits, tu montres en fait des personnes qui ne sont pas au travail dans le paysage, qui sont dans l'inactivité, et que beaucoup de films qui parlent de la colonisation montrent des personnes donc, au travail. Donc cette idée évidemment d'être dans le paysage en situation peut-être pas de divertissement ni de plaisir, mais de délassement, et pas... voilà. Et après, cette question aussi genrée qui est très problématisée dans tes extraits, sur la question de la plante, je me suis posé la question aussi si cette décolonisation, et peut-être que Teresa pourra intervenir puisqu'elle a fait un séminaire là-dessus, sachant que le terme est évidemment très complexe, sur cette question aussi d'une pensée de la décolonisation et de l'utopie, est-ce qu'il n'y a pas aussi une critique en fait de l'exotisation des paysages et que la plante serait un peu évidemment l'élément racinaire de cet exotisme, et je pense évidemment là au cactus. Voilà. Merci beaucoup Corinne pour ton commentaire et tes questions. Je trouve vraiment très intéressant ton commentaire par rapport à cette représentation plutôt du temps du loisir par rapport à la représentation du temps du travail dans la peinture et dans le cinéma qui s'inscrivent plutôt dans le paradigme colonial. Je trouve vraiment que ça ouvre un possible axe de réflexion profonde auquel je n'avais pas réfléchi. Pour moi, ce film est important et je pense qu'il mène toute une déstructuration, comme j'essayais de soutenir dans ma communication, du rapport entre observateur et observé, surtout à travers du regard caméra et de la manière dont le travail de la caméra, la composition du cadre, etc., sont déterminés par les actions que se déroulent face à la caméra. Comme je disais dans la communication, c'est un film qui dialogue avec une double généalogie, avec tout d'abord la généalogie du cinéma expérimental nord-américain, surtout avec le cinéma expérimental californien, parce que Alexander Quest a fait ses études à CalArts. Mais le film dialogue aussi avec le cinéma équatorien, surtout le cinéma ethnographique indigéniste du pays, et avec, comme je disais dans la communication, avec ces films des frères Guayasamín, Los Hieleros del Chimborazo, qui marquent vraiment le point de retour par rapport au paradigme du cinéma indigéniste. Et ces films marquent le point de retour, un peu comme des films réalisés au Brésil, aussi dans les années 70, c'est parce que pour la première fois dans l'histoire du cinéma équatorien, il y a un personnage autochtone qui est représenté complètement ivre.
Et donc, il y a vraiment une rupture de cette construction de l'altérité, de la pureté de l'altérité qui traverse, bien évidemment, les représentations picturales, littéraires et cinématographiques du cinéma indigéniste, ainsi que certaines représentations du cinéma militant comme catégorie générale. Et cette ivreté, cette représentation de l'impureté passe dans le film des frères Guayasami aussi par le regard caméra du personnage, par un regard insistant à la caméra. Et donc ça ouvre toute une tradition de rupture dans le cinéma équatorien que la cinéaste revendique. Donc je dirais que peut-être plutôt que la représentation du loisir, c'est la représentation d'une certaine impureté, de quelque chose qui échappe aux structures et aux frontières identitaires telles que définies idéologiquement dans le territoire par l'État-nation équatorien. Et après, par rapport à la deuxième question, par rapport à la représentation de la plante dans Koyosaki, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est aussi à cause de ça que j'ai parlé à un certain moment des éventuelles contradictions et ambivalences du film, parce que non seulement cette représentation du cactus, même s'il s'agit d'une représentation mobile, en mouvement, punette, etc., c'est un type de représentation et un motif qui s'inscrit entièrement dans la manière dont l'État-nation post-révolutionnaire mexicain a été construit idéologiquement, et notamment dans cette tension entre modernisme et primitivisme, bon, qui a été très travaillée, comme tu le sais, par des auteurs comme Clifford ou Susan Miller, mais aussi au Mexique par un sociologue comme Roger Baltra. Et donc cette tension entre modernisme et primitivisme, cette, disons, revendication de la culture préhispanique comme l'un des piliers idéologiques et culturels de l'État mexicain post-révolutionnaire, qui est accompagné paradoxalement par la répression qui persiste jusqu'à aujourd'hui des populations autochtones. Et donc cette synthèse culturelle qu'on essaye d'opérer entre ces éléments indigénistes, je le dirais, et des éléments de la modernité, est vraiment le pilier de l'État, pilier idéologique de l'État-nation post-révolutionnaire mexicain. Et même si on regarde la photographie mexicaine moderne, le cactus, la plante, est toujours un élément omniprésent. Donc je pense qu'il y a vraiment une contradiction, même si ces motifs est représenté en mouvement et d'une manière, disons, très peu canonique. Je pense que le retour sur ces motifs qui en forment d'une manière si aiguë le processus de construction idéologique et iconographique de l'État-nation est une contradiction, et que éventuellement le film porte encore un regard exotique sur le paysage et ses éléments. Est-ce qu'il y a une autre question, Clément? Merci beaucoup, Raquel. Je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, mais il y a quelque chose qui m'a quand même un peu interpellé sur le premier extrait. C'est évidemment la force de cette adresse, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'on laisse de côté une chose qu'on a tendance un peu à oublier quand on analyse les regards caméra, c'est qu'en fait, souvent, et c'est souvent le cas, il peut y avoir sur les caméras des filtres, et donc qui agissent comme des miroirs. C'est-à-dire que la personne qui s'arrête devant une caméra, souvent elle s'arrête aussi parce qu'elle se voit. Donc il y a une dimension spéculaire. Et il se trouve que le plan d'après, juste ce très long regard caméra, c'est quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Donc je ne sais pas quoi faire de cette remarque, mais quand même il y a un truc autour de la spécularité, ou du coup cette question de la représentation, enfin de quelque chose qui viendrait compenser une absence de représentation. Elle passe aussi par le regard que les personnages portent sur eux-mêmes à travers un outil, soit le miroir, soit la caméra. Enfin, je ne sais pas du tout si c'est une élucubration, mais ça m'intéresserait par rapport au reste du film qui a l'air très dense. Et la deuxième chose, qui paraît peut-être plus une remarque, mais
Ce matin, on a beaucoup parlé, enfin, on s'est posé la question, c'est David qui posait la question de est-ce qu'un discours utopique est possible sans allégorie? Et j'avais l'impression que le deuxième extrait que tu as montré répondait en partie à la question, c'est-à-dire que au-delà de ce qui a été dit sur la plante et sa dimension, enfin l'ambivalence d'un discours critique, mais qui est lui-même pris dans une représentation exotisante, je raccourcis évidemment, il y a aussi tout simplement Enfin, le montage est extrêmement violent, il est brutal, et par ailleurs, c'est que des plantes à épines. Enfin, il y a quelque chose de... Je suis bêtement littéral, mais je me demande aussi dans quelle mesure le film ne construit pas un répertoire allégorique qui fabrique de la violence visuelle pour, comme tu le disais, figurer l'infigurable, enfin, presque, je ne sais pas comment dire, mais presque à la manière des avant-gardes soviétiques, quoi. En tout cas, le film, et ça je ne sais pas du tout, c'est toi qui connais la logique de fabrication de ce collectif, est-ce que la dimension... littérale du symbole ou de l'allégorie fait partie de leur répertoire de formes, parce qu'il y a aussi une efficacité politique de ça, et ça m'intéresse que tu nous en parles. Voilà. Merci Clément pour ces remarques. Alors la question du miroir, je pense que c'est très important dans ces films et dans d'autres films d'Alexandra Cuesta, notamment dans un film comme Pensa Amy, qui est son 3e court-métrage. Et je pense qu'il y a vraiment une spécularité à l'œuvre dans ces films, mais cette spécularité est aussi, disons, une surface de croisement de regard, parce qu'il y a vraiment, je pense que c'est plutôt, la spécularité se présente chez Alexandra Cuesta comme une manière de dépasser précisément à nouveau le dualisme entre le même et l'autre. Je pense que c'est un cinéma vraiment traversé par cette dialectique de comment penser l'autre comme même et le même comme autre. Je pense que c'est un film qui travaille beaucoup cette tension et surtout qui essaie de déplacer toute construction identitaire relative à l'État-nation équatorien. Et je pense que aussi cette spécularité s'ouvre aux spectateurs. C'est aussi une manière d'activer l'espace de la réception. Après, en ce qui concerne ta deuxième question, ce répertoire d'images, cette violence allégorique, je pense que c'est quelque chose de très conscient dans le travail du collectif. J'ai eu l'occasion de faire un entretien avec Davani Varillas et elle parlait précisément de cette volonté d'allégorisation et aussi du dialogue qu'elle établissait avec les avant-gardes soviétiques. Bonne intuition. Est-ce qu'il y a encore une question? Peut-être on peut encore prendre une question? Non? Bon, merci alors Raquel. Merci.